Mesdames et messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous, au sommaire de ce journal de ce 22 octobre. Tournée d'inspection donc des postes militaires frontaliers de Boc du ministre de la Défense. Crise politique en Espagne, Madrid met au pas la Catalogne. Merci à vous de nous rejoindre. Une délégation ministérielle conduite par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, s'est rendue hier dans la région d'Obok. Outre le ministre de la Défense, cette délégation comprenait également le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Des officiers supérieurs du haut commandement militaire accompagnaient ces délégations et comprenaient entre autres le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense, ainsi que de nombreux officiers. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a tenu à se rendre dans les postes et à casernement des forces armées djiboutiennes de cette région située au nord du pays. La délégation a visité en premier lieu les postes militaires de Moulhoulé et d'Al-Ali Dada'a. Le déplacement s'est effectué par air. Arrivé à Moulhoulé, la délégation a été accueillie par le chef de corps du régiment d'Obok, chargé de la zone d'Oumera, le lieutenant-colonel Aden Douali Warsama. La délégation s'est ensuite rendue par voie routière jusqu'à Al-Ali Dada'a où elle a pu inspecter le poste militaire de la localité, s'entretenir avec les militaires surveillant la zone, mais aussi discuter avec le sous-préfet de la localité et les Ukal d'Al-Ali Dada'a. La délégation ministérielle a écouté les doléances de la population. Les membres du gouvernement ont ensuite exhorté les militaires et la population à travailler main dans la main pour sécuriser la zone. Il faut noter que la sous-préfecture d'Al-Ali Dada'a va bientôt disposer d'un bâtiment en voie de finition. Le ministre délégué à la décentralisation a pu constater de visu l'avancée des travaux et a promis que ce nouveau bâtiment sera bientôt achevé pour permettre à la préfecture de se mettre au travail. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a quant à lui remis un lot de ballons au poste militaire ainsi qu'aux jeunes de la localité. Et avant de regagner Moulhoulé, la délégation conduite par le ministre de la Défense a inspecté les unités des forces armées djiboutiennes placées en première ligne pour défendre le front de Doumera. Et c'est sous le regard du général Zakaria et des autres officiers de l'état-major de l'armée nationale. Les ministres ont salué l'ensemble des forces présentes sur les lieux, dont des unités de la gendarmerie nationale et les forces de défense de la police nationale. Ils ont félicité ces derniers donc pour leur courage et leur bravoure à tenir dans ces lieux inhospitaliers aux conditions climatiques difficiles pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Les ministres donc ont tenu enfin à escalader le mont Doumera pour serrer les mains des militaires se trouvant sur place. De retour sur Moulhoulé qui sert de commandement de la zone de Doumera, le ministre de la Défense et sa délégation ont suivi un exposé du chef de corps sur la situation prévalant sur zone et particulièrement celle de Doumera. Depuis le retrait des forces d'interposition qatari de Doumera, nos forces armées font face aux troupes de l'Érythrée. Au cours de cette tournée d'information, les ministres ont su apprécier les défis imposés aux militaires qui ont pour mission première de défendre le territoire national. Et c'est tout naturellement que le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a enfin donc procédé à la remise de médailles et a décoré certains militaires qui se sont illustrés pour leur bravoure à défendre le pays contre toute attaque ennemie. Et ce long périple de la délégation ministérielle donc s'est achevé à Obok, chef-lieu de la région. Là, elle s'est dirigée directement donc à la caserne du régiment interarmé d'Obok, le RIAO. Les honneurs militaires lui ont été rendus en présence donc du préfet de la région.
Cette tournée a été clôturée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, qui n'a pas manqué d'écrire quelques mots de remerciement et d'encouragement dans le livre d'or du régiment. Son homologue de la jeunesse et des sports a lui aussi félicité donc les militaires de cette région qui remplissent pleinement leurs devoirs en dépit des conditions climatiques particulièrement hostiles. Cette tournée d'information a permis aux responsables politiques d'entrer en contact direct avec les militaires placés en première ligne au front et s'enquérir de leurs besoins essentiels. Et lors de ces rencontres avec les populations et les notabilités de la région, la délégation ministérielle a délivré le même message à tous les concitoyens, rester unis face aux manœuvres des ennemis du pays. Conférence des ministres de l'éducation Afrique-Turquie. Le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, se trouve à Istanbul, en Turquie, où se tient une conférence Afrique-Turquie sur la place prépondérante de la Turquie en matière d'enseignement. Les universités, instituts et centres de formation technique de la Turquie veulent attirer de plus en plus d'étudiants africains qui ont des difficultés à pouvoir s'inscrire dans les établissements des pays européens. Pour nous en dire plus, Asma Aboubakar se trouve avec nous sur ce plateau. Bonsoir Asma. Donc la Turquie, Asma, se place en leader des pays en développement dans ce domaine. Oui, effectivement. Alors, lors de cette conférence des ministres de l'éducation de la Turquie et des pays africains qui s'est tenue à Istanbul, hier, le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle s'est longuement entretenu avec son homologue turc, Ismet Yilmaz, avec lequel il a abordé différents points du protocole d'accord signé entre nos deux pays en février dernier. C'était à Ankara. Cet accord porte essentiellement sur le développement de l'enseignement technique et professionnel en République de Djibouti. Et à travers cet accord, la Turquie s'est engagée à équiper le futur centre de formation de Balbala, qui se spécialisera dans le domaine du transport et de la logistique, et que le centre d'hôtellerie d'Arta, tourné vers la restauration et le tourisme, la formation de nos jeunes diplômés du lycée industriel et commercial, le LIC, et l'échange d'expertise dans le domaine des nouvelles technologies d'information et de télécommunications ont été également discutés. Et cette conférence a été clôturée hier par le Premier ministre turc Binali Yildirim, qui, après avoir chaleureusement remercié les ministres africains pour leur participation à cette conférence et leur contribution au débat, il a indiqué dans un message de clôture qu'il appartenait désormais au ministère turc de l'éducation ainsi qu'aux différentes organisations de coopération et de coordination d'œuvrer le plus rapidement possible à la mise en œuvre des accords avec les pays africains. Merci Asma. Et le ministre du Commerce était de son côté à Bruxelles, en Belgique. Le ministre délégué au Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim, a pris part aux travaux de la 20e conférence des ministres du Commerce des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique avec les pays de l'Union européenne. Cette conférence s'est déroulée du 18 au 19 octobre à Bruxelles, en Belgique. Le ministre était accompagné de Omar Abdi Saïd, ambassadeur de Djibouti auprès des pays du Benelux et de l'Union européenne, Ali Daoud Abdou, secrétaire général au ministère délégué au Commerce, et Mohamed Burhan Ali, premier conseiller à l'ambassade de Bruxelles. Cette rencontre a permis d'identifier les voies et moyens de renforcer le partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne. Cette session a été présidée par Tadeusz Chifamba, ambassadeur du Zimbabwe, et a vu la participation d'organisations régionales telles que la COMESA et l'IGAD. En début de session, les ministres ont pu prendre connaissance et apprécier les résultats du rapport de la CNUSED sur le renforcement des relations commerciales intra-ACP. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu aujourd'hui le nouveau directeur de l'Agence française de développement, Philippe Collignon.
Le ministre a commencé par une brève présentation du ministère et a ensuite axé la discussion sur les objectifs de son département qui a la lourde tâche de réduire les inégalités entre les régions de l'intérieur et la capitale. Le directeur de l'AFD a remercié le ministre pour son accueil chaleureux et s'est dit impressionné par le travail de qualité et de fond qui a été accompli en si peu de temps. Il a également profité de l'occasion pour présenter les champs d'action de l'AFD tout en précisant que la priorité de l'agence demeure les secteurs sociaux. Il a précisé toutefois que la décentralisation relevait également du domaine social. Le ministre a rappelé lors de cette rencontre la volonté du président de faire de la décentralisation une des priorités de son mandat. M. Hamadou Aramis et M. Philippe Collignon se sont engagés à instaurer une franche collaboration entre eux. Également dans l'actualité, une cérémonie de lancement de la formation sur le développement des produits artisanaux s'est tenue donc aujourd'hui au sein du siège de l'UNFD. Cette formation qui se tiendra officiellement demain au Centre d'action sociale d'autonomisation des femmes, le Centre CASAF, et à l'UNFD est une action essentielle pour l'autonomisation des femmes et un moyen drastique de réduction de l'égalité des sexes. Elle sera dispensée par des formateurs internationaux experts dans les domaines artisanaux, l'objectif principal étant d'aider les femmes artisanes à améliorer leur savoir-faire pour le rendre plus attrayant, plus original, plus ouvert et surtout plus lucratif. Il est à noter également que ces produits ont eu du mal à évoluer et à suivre les attentes des clients djiboutiens. Ils n'ont pas su s'adapter à la concurrence des produits similaires, mais qui sont à la base d'autres matériaux plus abondants. Issus des familles vulnérables de la capitale. Cependant, malgré nos efforts, force est de constater que nos produits manquent de perfection. C'est dans ce cadre, justement, que se situent ces cours de formation en vannerie et en perles. Si les femmes sont autonomes, dynamiques et contentes, la société marche bien. Ça c'est évident. Alors c'est pourquoi on apprécie et on félicite Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État et l'UNFD et les autres organisations de leur initiative et contribution pour l'autonomisation des femmes à Djibouti. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, s'est réjouie de l'organisation de cette formation. On l'écoute. Djibouti a fait de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes un pilier de son action politique. Depuis 2000, la femme djiboutienne enregistre des avancées notables dans la reconnaissance de ses droits et de son. Et c'est en partie grâce à son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haid, première dame du pays et présidente de l'UNFD. Le bâtiment qui abrite cette formation, qui n'est d'autre que le siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a d'ailleurs été dans l'objectif de la valorisation des compétences de la femme, de l'implication dans le choix politique de la femme, économique et social du pays et de sa population. La femme ne doit pas être spectatrice passive de l'évolution de la société, mais un acteur de sa transformation. C'est la raison pour laquelle l'UNFD, très tôt, s'est retrouvée en première ligne dans la lutte et des jeunes filles sur des activités qui peuvent générer des revenus. Et pour plus de précisions concernant la portée de cette formation, je vous propose d'écouter les explications de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden. Cette formation vise à permettre aux femmes artisanes de faire face aux contraintes liées à l'innovation, au développement et à la commercialisation de leurs produits. Il témoigne aujourd'hui de notre présence aujourd'hui dans ce lieu qu'est l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cette présence aujourd'hui dans cette enseigne est quand même déterminante pour l'avancement de ce domaine de l'artisanat. Ça témoigne également de tout l'effort que cette institution a entrepris pour les femmes, pour développer le domaine de l'artisanat. Donc je voudrais vraiment présenter mes remerciements les plus profonds à l'UNFD, à travers sa secrétaire générale, mais également à travers la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haid, pour accompagner, aider
renforcer la gente féminine dans le domaine des renforcements des capacités. Autre nouvelle du pays, sous le patronage de M. Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le secrétariat d'État s'est déroulé donc ce matin au Stade Goulet d'un atelier de concertation entre les jeunes et les responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Outre le secrétaire d'État, l'événement a vu la participation de hauts responsables du secrétariat d'État, de la maire de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, des dirigeants de la commune de Boulaos et près d'une centaine de jeunes filles et garçons issus des différents quartiers de la commune. Et dans leurs interventions, les jeunes ont soulevé plusieurs questions pertinentes. Ces derniers ont fait des propositions et émis des réflexions riches d'inspiration favorables à l'éclosion de nouvelles mentalités propices à l'impulsion d'une dynamique innovante. La maire s'est félicitée pour sa part de la tenue de cet atelier et a remercié le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed, s'est déclaré enthousiaste de la sincérité de l'élan du mouvement des patriotes djiboutiens. Le ministre a mis en exergue le bénéfice de la paix indispensable à tout progrès. Le haut responsable djiboutien a insisté sur la nécessité donc d'avancer vers un développement main dans la main. Enfin, le secrétaire d'État a annoncé que des ateliers similaires seront organisés dans les autres communes prochainement avec plusieurs membres du gouvernement. Développé sur le thème de l'environnement, la sécurité, le civisme. Et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a parrainé le lancement de la saison sportive de la Fédération djiboutienne de tennis de table 2017-2018, première, deuxième et troisième division. C'était ce matin au stade Gouled. L'événement s'est déroulé donc en présence du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, d'un hôte de marque en la personne du président de la Fédération somalienne de tennis de table et des responsables de la fédération. L'ensemble des responsables sur place ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes du lâche attentat criminel perpétré à Mogadiscio. C'était le 14 octobre dernier. Le président de la Fédération djiboutienne de tennis de table s'est félicité de l'appui constant du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en faveur de cette discipline qui commence à prendre de l'envol. De son côté, le secrétaire général, au nom du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a rendu un hommage appuyé à la Fédération djiboutienne de tennis de table pour le travail accompli. Le haut responsable a assuré que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport fera avancer toutes les disciplines sportives djiboutiennes en termes de performance. Qui a regroupé autant de tables. Et, alhamdulillah, nous remercions au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui nous a rendu disponible cette salle pour l'organisation et le lancement des championnats. Sport pour clore l'actualité nationale. Dans l'après-midi du vendredi dernier, la grande commune de Razdika a organisé un match de gala dans deux disciplines différentes, à savoir le handball côté filles et basketball pour les garçons. Et c'est le président de la commune de Razdika qui a lancé officiellement l'ouverture des matchs qui opposera d'un côté l'équipe féminine en handball et de l'autre côté l'équipe masculine en basketball. Les matchs donc ont été disputés au terrain Aoulet qui a été récemment rénové par le soin de la commune de Razdika avec la contribution de Fast Régional. Et à l'issue des matchs, le président de cette commune de Razdika, Ibrahim Saïd Badoul, a procédé donc à la remise des prix aux gagnants et a remercié le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour le soutien matériel. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Donc nous allons nous rendre dans un premier temps en Catalogne où Mariano Rajoy veut destituer Puigdemont. La réaction de la rue ne s'est pas fait attendre Ali. Hier à Barcelone, près de 450 000 personnes ont manifesté en guise de riposte aux mesures prises par le gouvernement espagnol pour éviter une sécession de la Catalogne. Une mise au pas donc vue comme un affront par le président catalan qui dénonce la pire attaque contre sa région
région depuis la dictature franquiste. Et vous l'avez dit, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire hier, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a demandé donc au Sénat de destituer le gouvernement de Catalogne et de dissoudre son parlement. Hier, le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a convoqué donc un conseil des ministres. Il compte destituer l'exécutif catalan pour prendre les rênes de la région et dissoudre ainsi le Parlement de la Catalogne. Alors, quelle sera la suite? Eh bien, vendredi prochain, ces mesures seront soumises au vote du Sénat dominé par le Parti populaire, des mesures auxquelles les socialistes et les libéraux donc, sont aussi favorables. Des élections régionales, Ahmad, devraient aussi se tenir dans les 6 mois à venir, indifférent donc à toute menace depuis ce référendum du 1er octobre où selon lui 43% des Catalans ont voté et à 90% pour l'indépendance. Carles Puigdemont pourrait dès ce soir donc proclamer formellement l'indépendance de la Catalogne. Et direction l'Afghanistan qui a connu une semaine sanglante, Ali. La recrudescence des attaques meurtrières contre des cibles sécuritaires en Afghanistan est une démonstration de force des talibans destinée donc au président américain Donald Trump et à démoraliser les forces locales, estiment des experts. Dans 3 donc Ahmad des 4 attaques majeures menées depuis mardi dernier contre des enceintes de l'armée et de la police, les insurgés ont utilisé des véhicules militaires légers remplis d'explosifs et d'armes volées précédemment aux forces de sécurité. Mais la semaine écoulée a vu un nombre record d'attaques majeures donc à Gardez, Ghazni et Kandahar ou encore donc samedi à Kaboul qui ont fait officiellement plus de 150 morts au total en 5 jours au sein des forces de sécurité. Alors Ali, quelle a été la réaction du locataire de la Maison Blanche concernant le départ des forces américaines de l'Afghanistan? Donald Trump n'a pas tardé de réagir. Il a annoncé que les forces américaines resteraient en Afghanistan jusqu'à nouvel ordre sans donner des dates limites et déploierait davantage des troupes. Cette donc recrudescence, Ahmad, surgit donc aussi à un moment où les fronts diplomatiques s'animent enfin. Des pourparlers associant Afghanistan, Pakistan, États-Unis et Chine en début de semaine sur les moyens de mettre fin à 16 ans d'insurrection est prévu. Et direction le Kenya à présent. Kenyatta et Odinga appellent au calme, Ali. Le président kenyan Uhuru Kenyatta et le leader de l'opposition Raila Odinga ont lancé donc vendredi des appels à une élection pacifique le 26 octobre prochain, tout en se jetant quelques pics en ce jour où le pays fête ses héros de l'indépendance. C'est dans la capitale donc de Nairobi. Kenyatta a participé à la cérémonie célébrant le jour des héros appelé donc en Swahili Mauja Day. Il a été utilisé à cette occasion pour appeler les Kenyans à voter en sa faveur et mettre en garde son rival contre toute velléité de perturber le scrutin. L'annulation par la Cour suprême de ces élections, une décision inédite en Afrique, a depuis plongé le pays dans sa pire crise depuis les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait au moins 1100 morts. Et est-ce que le numéro 1 de l'opposition kenyane, Raila Odinga, participera à ces élections, Ali? Eh bien, Raila Odinga a annoncé la semaine passée son retrait de l'élection du 26 octobre, estimant que les réformes de la commission électorale qu'il avait demandé n'avaient pas donc abouti. Lors d'un meeting devant des milliers de partisans dans sa ville d'origine de Bondo, dans l'ouest du pays, il a répété qu'il n'y aurait pas d'élection la semaine prochaine, mais il a prié ses partisans de ne pas s'en remettre donc à la violence et de manifester massivement et pacifiquement le 26 octobre prochain. Le président de la commission électorale a émis des forts doutes sur la capacité de la commission à garantir une élection crédible en raison des interférences politiques dont elle fait l'objet et du manque d'indépendance de certains de ses membres. Merci Ali pour toutes ces précisions. La 6e extinction de masse des animaux sur Terre s'accélère. C'est une étude alarmante qui vient d'être publiée dans une revue scientifique. Pour les chercheurs américains et mexicains, l'extinction de masse s'accélère. Un tiers des espèces de vertébrés terrestres voient sa population diminuer, comme les guépards ou les lions africains. 43% d'entre eux ont disparu depuis 1993 et de manière générale, plus de la moitié des animaux de la planète ont disparu en 40 ans. Tous les continents sont concernés. Et si les animaux
animaux disparaissent, c'est que leurs territoires se réduisent aussi. Les raisons, l'agriculture, l'exploitation forestière, l'urbanisation, l'extraction minière, mais aussi la surexploitation des espèces, la pollution, les espèces invasives, les maladies et bien sûr le réchauffement climatique. L'homme est directement responsable en raison de sa surconsommation. Les conséquences sont drastiques donc et dramatiques pour les écosystèmes et donc pour notre économie. En effet, la faune et la flore sont indispensables pour l'assainissement de l'air et la pollinisation par exemple. Et selon les scientifiques, nous n'avons que 2 ou 3 décennies pour agir. Et enfin, cela se passe aux États-Unis. Un facteur livre le courrier d'un quartier fantôme carbonisé. Un facteur de la compagnie USPS continue d'effectuer sa ronde dans un quartier carbonisé après les feux de forêt ravageurs dans le nord de la Californie. La vidéo a ému la toile et a fait le buzz. À la demande d'habitants sinistrés du quartier de Santa Rosa, évacués de leur foyer après les feux de forêt ravageurs dans le nord de la Californie, un conducteur a déposé le courrier dans toutes les boîtes aux lettres épargnées par les flammes. Le camion a effectué sa ronde dans le quartier résidentiel aux maisons rasées entre les cendres et les débris carbonisés. Les images ont été capturées par le drone de Douglas Tron, comme le précise Huffington Post. Le photographe ne s'attendait pas à ça en survolant la zone résidentielle éteinte. Il dit: au début, je pensais qu'il prenait des photos avec son téléphone portable, mais j'ai vu qu'il livrait du courrier, a-t-il déclaré. C'était tellement surréaliste, comme s'il était la seule forme de normalité qu'il restait. Noémie Luna, la directrice de la société de distribution de courrier, a salué le geste du conducteur du camion. Le transporteur en question honorait la demande de quelques clients qui étaient hors de la zone. Certains ont demandé au transporteur de laisser leur courrier si la boîte aux lettres était encore debout, parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au centre de distribution du courrier pour le récupérer, a-t-elle déclaré. Après cette vidéo, l'administration fédérale de l'aviation a interdit aux avions de survoler Santa Rosa pour favoriser la lutte contre l'incendie. Voilà une vidéo symbolisant un geste d'espoir après l'horreur. Et c'est la fin de ce journal. Merci et bonne soirée.